Donc, aujourd'hui, donc hier, on parlait de prospection en marché, comment trouver des petites pépites d'or, comment, il y en a plusieurs là, qui ont commencé à faire les défis que je vous demande de faire, donc de contacter des propriétaires qui ont des immeubles en vente, soit des pancartes à vendre, soit qu'on les trouve dans Kijiji, dans Marketplace, et de les contacter. On ne sait jamais qu'est-ce que ça peut mener. Donc hier, ceux qui ont manqué, vous pouvez réécouter les vidéos, vous pouvez retourner dans le groupe Facebook ou sur mon profil personnel et les vidéos vont rester en direct jusqu'à ce dimanche soir à 23h59. Aujourd'hui, on a une autre thématique. Je vais parler avec une invitée spéciale. Donc, on va être avec Maude Baillargeon, courtière hypothécaire. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. Donc, on va parler de financement personnel et de financement commercial. Donc, c'est vraiment le nerf de la guerre, le financement, depuis les dernières années. Et je commence en vous posant une question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'expression frapper le mur du financement? Ou moi, j'appelle ça frapper le mur du refinancement, mais ça peut être aussi frapper le mur du financement. Donc, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez déjà frappé ce mur de financement-là? Moi, je l'ai frappé en 2014. Ça fait déjà 4 ans. Ça fait déjà 10 ans et ça m'avait empêché d'acheter des immeubles pendant 3 ans. Donc, on va en discuter tout à l'heure avec Maude. Je vais ouvrir là, la discussion avec elle sur ce sujet-là. Mais c'est relié donc avec notre niveau d'endettement personnel, avec nos ratios d'endettement personnel. À un moment donné, on ne peut plus acheter en notre nom personnel ou en financement personnel. Je devrais clarifier ma phrase, en financement personnel. Donc, laissez-moi le savoir dans les commentaires si oui ou non vous connaissez ça. Donc, oui. Donc, Anne, elle a déjà frappé ce mur-là. Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, pour que je répète rapidement, là, 2 minutes, pour qui, pourquoi j'ai créé ce défi-là, le déroulement du défi, où est-ce qu'on en est rendu. Je répète mon grand prix. Donc, ceux qui vont compléter mes petits défis que je vous donne à la fin de chacune des journées, vous allez avoir la chance de gagner un prix à la fin. Et je vais faire ça en début de semaine prochaine. On va parler ensuite, là, le cœur, pendant 45-50 minutes, on va parler avec Maude de financement. Donc, c'est le sujet, là, probablement, qui va vous intéresser le plus avec celui de demain sur la fiscalité. Et je vais terminer donc en vous redonnant le petit défi de la 3e journée. Puis, on va avoir le temps de répondre à des questions. Vous allez certainement en avoir. Généralement, quand on parle de financement, il y a vraiment beaucoup de questions. Donc, pour qui, pourquoi j'ai créé ce défi-là? Je l'ai créé pour vous donner du contenu. Je sais que l'immobilier, ça l'intéresse beaucoup de personnes. Les gens veulent atteindre une liberté financière, une indépendance financière. Et l'immobilier, mais c'est un des nombreux piliers de l'investissement qu'on peut utiliser pour s'enrichir, se constituer un fonds de pension et éventuellement, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans ou plus, dépendamment de quel âge qu'on a, commencer à lever un peu le pied sur la pédale pour dire, ben écoute, j'ai des placements, j'ai un fonds de pension, mais j'ai aussi mes immeubles qui viennent compléter une partie de l'argent que j'ai besoin peut-être pour prendre une année sabbatique ou tout simplement pour prendre ma retraite. Donc, je veux vraiment vous inspirer et vous donner du contenu, des petites pépites d'or que j'appelle. Donc, autant avec ce que j'ai fait dans les 2 derniers jours que ce qu'on va faire avec Maude et avec Pierre-Olivier demain, côté fiscalité. Donc, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez débutant, que vous soyez avec déjà 5-6 immeubles ou plus, aujourd'hui et demain, je vous garantis que vous allez apprendre des éléments. Donc, aujourd'hui, on va se consacrer sur le financement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent rentrer dans le défi, j'en ai qui rentrent à tous les jours. Mon nom est Steve Forget. Je suis évidemment investisseur immobilier depuis 15 ans. Je suis coach immobilier et j'aide les investisseurs immobiliers qui ont de la difficulté à se lancer, qui ont peur de se tromper, qui ont peur de perdre de l'argent, à réaliser leur première transaction immobilière, évidemment locatif, et ou à faire croître leur parc immobilier locatif. Donc, j'ai commencé comme vous, donc avec un premier immeuble, ça fait déjà 15 ans, un premier quadruplex à Montréal pour l'habiter. Donc, je voulais que ça me coûte moins cher que dans mon condo où j'habitais avant, le moins cher ou le même prix. Et je voulais surtout ne plus avoir de copropriétaire avec lesquels on était tout le temps en dispute. Et de fil en aiguille, au cours des années suivantes, 2 ans après, donc un deuxième immeuble, j'avais fait un refinancement. Donc, on pourra en parler tantôt avec Maude. J'ai fait un refinancement sur mon premier quadruplex qui m'a donné la mise de fonds pour mon deuxième immeuble. Et la roue était partie. Le plus difficile, c'est le premier. Et une fois que c'est parti, ben, notre roue du financement-refinancement commence à aller en s'accélérant plus qu'on a d'immeubles. Puis, on procède à ces refinancements-là pour faire une deuxième, une troisième, une 20e acquisition de ce côté-là. Donc, 15 ans plus tard maintenant, moi et Philippe, mon principal associé, avec certains autres partenaires dans certaines compagnies,
on a 115, j'en ai inventé 5, là, 110 unités, donc 100 résidentielles et 10 commerciales, principalement dans la Naudière et un peu sur l'île de Montréal. Donc, avant le défi, souvent, là, je vous lis, là, vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez peur de ne pas trouver le bon deal, de trouver un deal qui ne sera pas à cash flow. Vous avez peur que les locataires vous appellent à 3 heures du matin. Il y a des gens qui m'ont écrit ça encore cette semaine. Donc, j'ai peur de me faire réveiller. J'ai peur de ne pas être capable de gérer les problèmes, les inondations. Dites-vous que ces problèmes-là, là, ça se peut que ça arrive, mais c'est très rare que ça va arriver. Okay? Dans 95% du temps, ça se passe super bien. Quand on a une mauvaise expérience, c'est sûr que ce n'est pas le fun. Il faut le voir comme un problème à gérer. Mais on est dans une entreprise. L'immobilier, c'est une entreprise, c'est une business. Et il faut la gérer comme une business, même si on a juste un duplex, un triplex, un quadruplex. C'est pas tout le monde qui va aimer ce que je viens de dire là. Donc, ils trouvent que c'est un peu dépersonnalisé. Ça reste que c'est une business humaine avant tout. On est là pour loger des humains. Et je suis là pour vous montrer que oui, c'est possible. Puis, si vous vous prenez en main maintenant, vous passez à l'action maintenant, que ce soit pour votre premier ou votre 6e immeuble, ben, sur plusieurs années, ça va vous générer des centaines de milliers de dollars. La semaine prochaine, je vais avoir une invitation à vous faire en début de semaine où je vais vous réinviter. C'est un webinaire que je donne plusieurs fois par année, à peu près 4-5 fois par année. Je vais vous démontrer comment, avec seulement 3 immeubles achetés sur une période de 10 ans, comment vous pouvez cumuler un actif net de 1 million de dollars avec l'immobilier. Donc, vous allez voir, c'est pas sorcier, c'est vraiment la base. Je vais vous faire une petite démonstration mathématique avec ça pour vous le montrer. Donc, on est à notre 3e journée du bootcamp. Il nous reste demain avec Pierre-Olivier. Demain, on parle de est-ce qu'on achète en compagnie, est-ce qu'on achète en notre nom personnel, des éléments de fiscalité, gain en capital. Donc, ça l'a augmenté. Donc, on va parler de ça demain avec Pierre-Olivier. Ne le manquez pas. Si vous le manquez, vous allez jusqu'à dimanche pour le réécouter. Ceux qui vont réaliser, vous n'êtes pas nombreux, donc ceux qui le réalisent, là, vous êtes capables d'avoir une bonne chance de gagner le prix. Donc, il y a 3-4 personnes à date qui le font. Mais les gens le font après coup, généralement à la dernière minute, là. Donc, si vous répondez à tous mes petits défis que je vous donne à la fin de chacune des journées, à la fin de la semaine, je fais tirer 1 heure de coaching avec moi. Donc, je ne suis pas en train de rien vous vendre. Donc, vous venez me rencontrer ou je vous parle sur Zoom et on établit une stratégie de votre côté. Je réponds à vos questions, on analyse un immeuble ensemble. Donc, vous faites ce que vous voulez. Donc, je suis là pendant 1 heure, 1 heure et demie avec vous pour vous accompagner dans vos questions immobilières. On arrive sur notre sujet du jour, donc avec Maude, que je vais faire apparaître tout de suite à l'écran. Donc, je vais juste ouvrir le son. Donc, bonjour Maude, comment vas-tu? Bonjour Steve, ça va bien. J'ai un virus en passant, donc ça se peut que des fois ma voix déraille, mais c'est important pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, voilà, je suis là. Excellent. Maude, j'ai découvert Maude dans un appel de coaching il y a quelques mois. Elle m'avait appelé pour un coaching pour répondre à des questions, puis j'ai vraiment trippé sur son cas. Donc, elle m'appelait pour que je l'aide, puis là, maintenant, c'est moi qui l'appelle pour qu'elle m'aide, puis je réfère mes clients. Elle est venue en personne dans un groupe, là, dans une formation à Montréal avec dans ma gang en accompagnement immobilier. On a réenregistré des vidéos il y a 3-4 semaines à peu près. Également. Donc, aujourd'hui, on va faire une version là, abrégée de ça également. Donc, Maude, courtière hypothécaire. Puis, ce qui est intéressant de ton cas, ce qui n'est pas souvent, on rencontre des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires. Je fais toujours le lapsus avec courtier immobilier. Là. Des courtiers hypothécaires qui sont soit en résidentiel, soit en financement commercial. Mais toi, tu as le pied un peu dans les deux. Est-ce que tu peux un peu te présenter de deux façons? Oui. Présenter ce que tu fais en courtage immobilier et comment tu en es arrivé là. Et aussi, Maude, elle est investisseur immobilier et elle s'est développée un beau petit parc. Je ne sais pas si je peux utiliser le mot petit, là, mais un beau petit parc immobilier dans les 3-4 dernières années. Donc, je te laisse la parole, Maude. Merci Steve. Donc, effectivement, courtier hypothécaire, résidentiel et commercial, ça fait depuis 2022 que je fais ça, mais auparavant, j'étais représentante hypothécaire, donc démarcheur hypothécaire chez Desjardins. J'ai fait ça pendant environ 7 ans, je te dirais. Là. Donc, quand j'étais chez Desjardins, toute ma clientèle, c'était surtout des investisseurs immobiliers et moi-même, je débutais là, dans... Comme investisseur là, pour acheter mes propres immeubles. Puis, à un moment donné, on sait que Desjardins sont assez forts. Là, je parle encore au haut, là, même si je ne suis plus directement avec eux, mais ils sont très forts dans le financement de multilogements jusqu'à 8 unités.
Alors, j'ai accompagné beaucoup d'investisseurs dans le temps de Desjardins. Fait que pourquoi aujourd'hui je suis rendue courtier hypothécaire, résidentiel et commercial? C'est qu'à un moment donné, chez Desjardins, on le sait, on atteint une certaine limite. Plusieurs limites qu'on atteint là, quand on parle de financement résidentiel. Chez Desjardins, notre limite qui nous bloquait de plus en plus, là, c'était vraiment au niveau du montant de financement là, qui, à l'époque, était limité à 1 250 000. Là, merci, ils l'ont augmenté à 2,5 millions aujourd'hui. Mais à partir du moment où on dépassait d'1 250 000, là, le montant de financement global qu'on avait chez Desjardins, on devait être référé du côté entreprise. Et aussi, quand on dépassait les 12 portes locatives chez Desjardins, bien là, à ce moment-là, on devait être transféré. Alors, rapidement, mes clients, bien, ils frappaient le mur, donc ils atteignaient la limite et je ne pouvais plus les accompagner pour continuer à faire croître leur parc au niveau du financement. Donc, puis c'était la même chose pour moi. J'avais commencé à acheter des petits plex que je finançais du côté résidentiel. Puis, à un moment donné, on avait atteint notre limite maximum du côté résidentiel. Puis là, je me suis rendu compte que quand on me référait du côté commercial, c'était très flou. C'était comme un autre monde complètement. On ne savait pas à qui se référer, comment c'était calculé, pourquoi que mon 5 logements, on me disait 20 de mise de fonds d'un côté, mais là, j'arrivais du commercial, on me demandait 35 de mise de fonds. Donc, tu sais, de comprendre toutes ces notions-là, c'était vraiment flou pour moi. Puis, mes clients également, je les référais, mais tout le monde, en tout cas, tout le monde tombait un peu à l'eau dans les transactions et tout ça. Donc, ce que je me suis dit, c'est pourquoi ne pas porter les deux chapeaux. Donc, pour pouvoir le faire, il faut évidemment aller chercher notre permis de courtage hypothécaire. Alors, j'ai quitté Desjardins. Je suis maintenant dans le cabinet de Planiprêt qui, eux, me permettent de faire vraiment les transactions autant du côté résidentiel de la banque que du côté commercial. Alors, au tout début, j'étais vraiment concentrée à faire du financement commercial pour me faire des dents. Et en parallèle avec mes propres immeubles, des fois, on apprend très bien quand on l'applique sur nos propres cas. Alors, fait que depuis 2 ans, là, je vous dirais, je navigue entre les deux mondes, vraiment spécialisée dans le multilogement. Donc, tout ce qui est construction, là, c'est moins mon créneau. Là, je réfère ça à mes collègues experts dans le financement de construction, mais du multilogement, là, 2 unités jusqu'à 12-13 unités. Là, surtout, je suis basée sur l'île de Montréal, là, mais je peux faire des financements partout au Québec. Mais comme ma clientèle est à Montréal, on sait que le parc locatif à Montréal est autour de 2 à 8 logements. Là, donc, c'est surtout les types d'unités que je vais financer. C'est ces types d'unités-là qui font en sorte qu'on peut aller soit du côté résidentiel ou commercial. Alors, fait qu'avec mes lunettes, je suis capable de vraiment conseiller le client pour les deux. En même temps, tu t'es développé un petit parc avec tes associés. Oui, exactement. Donc, avec mon conjoint que j'ai rencontré en 2018, un intérêt aussi pour l'immobilier. Moi, à l'époque, j'avais déjà un duplex que j'avais acheté avec une partenaire, 5 de mise de fonds, là, bien standard. Puis avec ce duplex-là, on l'a utilisé comme levier. Là, on l'a refinancé pour acquérir d'autres immeubles. Donc, depuis... c'est son conjoint 2018, mais c'est vraiment en 2020, là, pendant la pandémie, qu'on s'est mis à acheter plusieurs immeubles, qui fait qu'aujourd'hui, on a 35 portes locatives basées principalement à Montréal et un petit peu à Longueuil. Moi, excellent. Maude, on va passer tout de suite dans le feu de l'action. D'abord, je veux juste commencer à dire pour ceux qui sont moins au courant, là, c'est un peu la base, mais juste pour ne pas vous mélanger, quand on parle de financement commercial, on n'est pas en train de financer nécessairement un commerce ou un immeuble commercial. Hein? Donc, c'est vraiment le type de financement de type commercial. C'est au département commercial ou au département entreprise de Desjardins. Mais ça ne veut pas dire que c'est une entreprise, ça ne veut pas dire que c'est une compagnie, ça ne veut pas dire que c'est un immeuble avec une boutique là, à l'intérieur. Ça peut très, très bien être un 8 logements résidentiels, un 24 logements résidentiels. Donc, même un triplex. Comment? Un triplex. Même un triplex. Moi, j'ai des quadruplex. J'ai 1, 2. On a eu 4 quadruplex qui étaient financés en commercial, mais c'est des quadruplex avec des logements à 100% résidentiels. Donc, Maude, je veux qu'on commence en parlant. On va décortiquer la présentation un peu en 2. Donc, on va parler de financement personnel, de type personnel ou au département de financement personnel, autant pour les plex que pour du multi. Et là, je pense que tu me limites à 8 unités, si je me rappelle bien. Exactement. En financement. Exactement. Je te laisse un peu expliquer comment ça fonctionne un financement
de type personnel. Oui, puis c'est ça, il faut faire attention parce que quand on dit personnel, on parle de détention personnelle, donc je l'achète en mon nom, Maude Baillargeon, l'immeuble, mais je peux autant me faire financer du côté résidentiel que du côté commercial de la banque, même si je le détiens en mon nom personnel. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Quand on est financé du côté résidentiel de la banque, qu'est-ce que la banque va regarder principalement? C'est notre capacité de remboursement. C'est quoi, quels sont mes ratios d'endettement personnel et comment est-ce que je peux supporter le prêt sur l'immeuble que je veux acheter. Alors, du côté résidentiel de la banque, là, grosso modo, on peut financer effectivement jusqu'à 8 logements. Tous les prêteurs vont aller jusqu'à 4 unités. À partir du moment où on a un plex, là, duplex, triplex, quadruplex, tous les prêteurs vont y aller, vont les financer. Normalement, on va, en fait pas normalement, là, on va demander 20 de mise de fonds, duplex, triplex, quadruplex, quand c'est 100 locatif. Et si on a l'intention d'aller l'habiter, bien là, à ce moment-là, détention personnelle obligatoire, puisque c'est moi, Maude Baillargeon, qui va aller habiter l'immeuble. Là, on peut aller prendre un financement avec la SCHL, propriétaire occupant. Alors, duplex, la SCHL va demander 5 de mise de fonds. Attention, c'est 5 sur le premier 500 000. Et si mon duplex coûte, mettons, 600 000, l'excédent du 500 000, donc le 100 000 supplémentaire, on va demander 10 de mise de fonds, qui est la mise de fonds minimale pour un duplex propriétaire occupant détenu au personnel. Triplex, quadruplex, propriétaire occupant, on va demander 10 de mise de fonds. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie 4plex et moins. Là, c'est assez simple. Toutes les banques le font. Lorsqu'on parle de 5 unités et plus, alors 5, 6 unités, on a quelques prêteurs qui le font. Sur l'île de Montréal, on a CBC, on a bien sûr Desjardins et on a la RBC qui finance les 5-6 logements. Et les 7-8, il y a seulement Desjardins qui les finance du côté résidentiel de la banque. Desjardins va demander un 25 de mise de fonds pour le 7-8 logements. Et 5-6, même chose. Là, chez Desjardins, 5 à 8, c'est 25 de mise de fonds. Les 5-6, CBC et RBC, on peut s'en sortir avec 20 de mise de fonds. J'ai une question. Tu as spécifié que pour les 5-6, il y a des institutions, c'est uniquement à Montréal qui vont financer, c'est ça? CBC, oui. Okay. Donc, avec des conditions. À Longueuil ou à Joliette, ils ne vont pas. À Longueuil, eux, ils ne vont pas, mais Desjardins, RBC, ils vont. Puis, notez que comme courtier hypothécaire, moi, j'ai accès à CBC, Desjardins, RBC. Il faut parler avec un démarcheur de la RBC. OK. Je connais l'info, là. Je connais mes compétiteurs. C'est bon, exactement. Voilà. Donc là, on peut aller donc jusqu'à 8 au nom personnel. OK. Oui, exactement. Donc, au nom personnel, parce qu'il ne faut pas oublier que Desjardins, effectivement, la détention obligatoire doit être personnellement. Toutefois, on a des banques qui acceptent de financer au nom d'une compagnie de gestion, donc un holding immobilier, du côté résidentiel de la banque. Donc, je pourrais, par exemple, avec ma compagnie de gestion, acheter un quadruplex et me faire financer avec un 20 de mise de fonds, les taux résidentiels et tout ça, du côté résidentiel de la banque. Il y a notamment la Banque Scotia qui le fait, Banque nationale, CBC, RBC qui, sous certaines restrictions, permettent d'acheter au nom de notre compagnie de gestion, tout en détenant un financement résidentiel. Alors, pourquoi que les gens font ça? C'est simplement parce que les conditions de financement, surtout dans le petit plex, sont nettement plus avantageuses là, que les conditions de financement quand on s'en va du côté commercial de la banque. Et malgré le fait que tu achètes en ton nom, au nom d'une compagnie, mais en financement résidentiel, j'imagine qu'ils vont analyser ton dossier avec tes revenus capacité personnelle, exactement. Donc, sachant qu'on met un 20 de mise de fonds, supposons que j'achète un quadruplex, 1 million de dollars, je mets 20 de mise de fonds, j'ai besoin d'un prêt de 800 000, bien, je doute que les revenus du quadruplex supportent à 100 le prêt hypothécaire de 800 000 dollars plus les charges de la propriété. Alors, nécessairement, il va y avoir un déficit que la banque va calculer sur cet immeuble-là. Et ce déficit-là doit être comblé par nos revenus personnels. Donc, si je n'ai pas les revenus d'emploi
ou de travailleurs autonomes suffisants pour venir combler mon déficit que la banque va calculer sur l'immeuble. Donc, bien sûr, le financement ne fonctionnera pas. OK. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment va se faire le calcul? Donc, là, on n'a pas de présentation détaillée avec les chiffres comme tu as fait dans mon programme d'accompagnement, mais il y a certaines banques donc, qui vont faire des calculs. Par exemple, moi, il y a quelques années, c'était, je pense, avec la RBC, donc ils prenaient un immeuble que j'étais en train d'acheter et je pense qu'ils prenaient, là, tu me corrigeras, je me trompe peut-être, je pense qu'ils prenaient 50% des revenus de l'immeuble et ils ajoutaient ça à mes revenus personnels pour calculer les ratios de couverture de dette. Pardon, un ratio d'endettement personnel plutôt. Exact. RBC, en fait, ils ont une méthode différente. Là, puis comme je n'ai pas accès, je ne la connais pas exactement, mais ils sont un peu plus flexibles là, que le 50%. Là, de mémoire, c'est vraiment 100% des revenus qui sont ajoutés sur... mais en fait, qui ne sont pas rajoutés sur nos revenus, mais ils vont comptabiliser 100% des revenus de l'immeuble, puis ils vont en déduire les dépenses normalisées qu'eux vont utiliser. Donc, c'est sûr que c'est difficile de savoir exactement comment calculer le déficit que l'immeuble va générer. C'est pour ça qu'il faut parler avec un courtier hypothécaire qui va être capable de cibler la bonne banque pour le bon type de financement en fonction du profil de l'emprunteur. Mais généralement, je vous dirais, la grille, dans les plus avantageuses, on a Desjardins qui, eux, considèrent vraiment là, 100% du revenu de location de l'immeuble et à cela, ils vont déduire les dépenses réelles de l'immeuble, donc les comptes de taxes, comptes d'assurance. Ils vont normaliser certaines dépenses qui ressemblent beaucoup à la grille, de toute façon, de la SCHL là, quand on s'en va du côté multilogement. Ce qui fait en sorte qu'au final, le déficit que Desjardins va calculer sur un immeuble peut être moindre qu'une autre banque qui va considérer seulement 50% du revenu de location, moins les taxes, moins le chauffage, alors un déficit beaucoup plus élevé, en plus du service de la dette qu'on doit considérer. Donc, c'est sûr que d'une banque à l'autre, la qualification peut être complètement différente là, de comment est-ce qu'on va présenter le dossier et qu'on va le qualifier. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler à un courtier pour être sûr que... parce qu'on peut passer dans une banque et pas passer dans une autre, là, tout simplement. Okay. Est-ce qu'un investisseur qui se met à acheter plusieurs immeubles, plusieurs plex, c'est sûr que je te donne un scénario où tu n'as pas les chiffres, donc tu ne peux pas me donner une réponse précise, j'en suis conscient, Maud, mais combien d'immeubles ou combien de logements on est capable d'acheter là, de m'amener, mettons qu'on a une hypothèse, quelqu'un qui a quand même des bons revenus au niveau personnel, à un moment donné, il va quand même finir par être bloqué. Là, oui, c'est ça. En financement résidentiel. Oui, parce que chaque banque a ses restrictions par rapport au nombre de portes, nombre d'immeubles et tout ça. Fait qu'on peut naviguer d'une banque à l'autre. Dans une des présentations justement que j'avais faites, j'ai quand même démontré l'exemple d'un client qui a 26 portes locatives détenues du côté résidentiel de la banque. On n'est même pas allé du côté commercial. On a fait un paquet de stratégies. On est allé voir plusieurs prêteurs parce qu'il y a des prêteurs comme Desjardins, on est limité à 12 portes locatives. Puis là, honnêtement, c'est de mémoire, là, mais CIBC, je pense que c'est comme 14 portes locatives ou 14 immeubles le maximum. Donc, il y a des banques qui ont du lousse, mais c'est pas nécessairement le nombre de portes qui va faire en sorte qu'on frappe le mur. C'est vraiment la capacité d'emprunt qu'à un moment donné, dépendamment de comment est-ce que la banque va calculer la rentabilité de notre parc locatif, on peut rapidement se retrouver déficitaire et de ne pas avoir les revenus suffisants là, pour venir combler le tout. Là. OK. Tu as un client qui t'appelle, Maud, il y a un beau parc, tu as ton client là, qui a, je sais c'est quoi ton cas que tu parles, donc admettons qu'il y a 26 immeubles, 26 logements, et là, il en a trouvé un autre, il aimerait bien le financer en résidentiel, mais il a atteint, là, je fais référence avec ce que tu m'as dit avant qu'on entre en autre, donc il a atteint la limite de ses ratios d'endettement. Ça serait quoi une petite pépite d'or que tu pourrais lui suggérer pour être capable de faire passer ton dossier en résidentiel? Là? En fait, je veux lui dire félicitations, c'est rendu très, très loin dans le résidentiel. À un moment donné, il faut venir à l'évidence qu'on est vraiment bloqué. Puis justement, ce client-là m'avait écrit dernièrement parce qu'il voulait avoir comme le portrait actuel de sa situation avec ses 26 portes. Y a-t-il de la place pour en financer d'autres? Et là, dans le fond, ce que je vais suggérer, c'est qu'étant donné la capacité d'emprunt personnel n'était pas suffisante, c'est vraiment de regarder peut-être avec un partenariat co-emprunteur, donc d'aller chercher une personne qui a un bon salaire, peu d'engagement pour venir
acheter avec lui en partenariat. Autrement, ben c'est ça, à un moment donné, on peut pas inventer des financements. J'aimerais bien, là, mais il faut vraiment, c'est ça, il faut regarder des immeubles qu'on va aller financer du côté commercial. Puis là, dépendamment de la mise de fonds qu'il y a disponible, ben là, je vais cibler les immeubles pour lui. C'est sûr, quand on va du côté commercial de la banque, les 5 unités et plus sont plus avantageuses là, du côté ratio pré-valeur, montant de mise de fonds. Là, je vais peut-être moins suggérer d'aller acheter un triplex puis de le financer du côté commercial. Ou on va regarder ces immeubles qu'il détient actuellement, lesquels qui viennent à échéance bientôt. Et si on a une bonne couverture de tête, regardez pour rouler cet immeuble-là du côté commercial de la banque pour aller dégager dégager les ratios d'endettement, dégager le nombre d'unités, le nombre de portes qu'il y a de financer, donc de rouler ces immeubles-là pour se faire de la place. Juste pour clarifier, quand tu dis rouler, c'est juste qu'on passe à l'autre département de financement, mais ce n'est pas nécessairement de rouler dans une compagnie. Donc, non, pas nécessairement. Il peut continuer à les détenir du côté personnel, en détention personnelle, mais aussi ça peut être un bon temps si on veut créer, puis là j'imagine que vous allez en parler demain là, pendant le bootcamp, mais si vous voulez vous créer une compagnie de gestion, puis vous avez des immeubles qui viennent à échéance détenus au personnel, ça peut être une bonne stratégie de transférer l'immeuble, oui, du côté commercial, mais de la rouler dans la compagnie de gestion, à partir du moment où l'actionnariat est vraiment le même, là, la même photo, à ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de gain de capital, taxe de bienvenue, tout ça, là, parce que c'est vraiment la même personne au final là, qui détient l'immeuble. Alors, ceux qui veulent migrer leur porte dans une compagnie de gestion, ça peut être intéressant. Long, mais on peut regarder ça. Là. Puis ça va être une question intéressante, effectivement, qu'on va poser demain à Pierre-Olivier, le comptable, parce que depuis les nouveaux changements sur le gain en capital, ben, est-ce que c'est toujours avantageux de rouler dans une compagnie de gestion en sachant que maintenant, le taux d'inclusion est passé de 50 à 66? Donc, c'est une question qu'on va lui poser demain. Moi, c'est une stratégie qu'on a faite dans le passé de prendre nos immeubles personnels, les rouler en compagnie. Puis, as-tu vu le petit dernier qu'on vient d'acheter, qu'on va financer là, avec toi? C'est un 8 logements, mais on l'a gardé en notre nom personnel. On ne l'a pas mis dans le nom de notre compagnie pour une raison fiscale. Est-ce que j'ai fait une bonne chose ou pas? On demandera à Pierre-Olivier. Exact. Des fois, c'est surtout des raisons fiscales pourquoi on fait ça. Okay. Donc, les avantages, là, si on résume, les avantages du financement, moi, j'utilise le mot personnel, mais là, j'ai bien compris. Résidentiel, oui. J'utilise le mot résidentiel, là, on n'utilise pas je n'utilisais pas le bon terme. Les avantages, c'est globalement, c'est le taux d'intérêt qui est plus bas. Et un financement qui peut être jusqu'à 80% du prix. Je dirais vraiment, c'est vraiment au niveau de la mise de fonds. Je dirais que surtout pour les petits plex, on a des mises de fonds de 20% là, quand on va acheter un immeuble locatif. Même, on fait beaucoup de stratégies en ce moment, là, des 5 à 8 unités qu'on va financer du côté conventionnel. On va mettre un 25% de mise de fonds parce qu'actuellement, avec les revenus actuels de l'immeuble, on n'est pas capable de financer du côté commercial. Autrement, ça va nécessiter une mise de fonds de 35-40%. Alors, on y va du côté personnel, résidentiel, 5 à 8 logements, 25% de mise de fonds en attendant l'optimisation. Donc, on travaille à augmenter les revenus de l'immeuble. On fait son optimisation. Puis, lorsque l'optimisation elle est complétée, je fais aussi le scénario de take-out parce qu'un financement conventionnel, surtout dans le 5 à 8, va quand même coûter cher, là. Plus cher de taux d'intérêt qu'un prêt CHL là, actuellement. Puis, amortissement limité là, de 25 ans, là, normalement avec Desjardins, 30 ans là, pour le 5 à 6. Bref, ça fait quand même des bons paiements là, mensuels qu'on doit supporter. C'est rare là, que les revenus supportent entièrement les dépenses là, quand on y va dans ce prêt-là. Alors, cette stratégie-là, elle est très bien si on veut acquérir l'immeuble rapidement. Qu'on veut notarier vite et commencer notre plan d'optimisation pour qu'on puisse le transférer par la suite du côté de la SCHL, donc du côté commercial avec la SCHL, avec des conditions plus avantageuses au niveau de l'amortissement, taux d'intérêt, tout ça là, qui vient avec les prêts CHL. Parlons-en tout de suite. Donc, oui. On a frappé notre mur ou on a un immeuble qui a été optimisé. Là, on est prêt à l'envoyer du côté financement de type commercial. Explique-nous un peu comment ça marche. Donc, tu viens d'ouvrir la porte, là, donc taux d'intérêt, on a accès à la SCHL et on a, surtout quand on y va avec les SCHL, on a accès maintenant à des durées d'amortissement de 40 à 50 ans. Là. Donc,
Fais-nous un portrait global là, donc, de comment ça marche le financement commercial. Bon, c'est un gros morceau, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment on peut le décortiquer pour les plex, puis après ça, pour les 5 et plus. Oui, c'est ça. Quand on va du côté commercial de la banque, là, la banque va surtout regarder, elle regarde plus nécessairement, en fait, elle ne regarde plus notre capacité d'emprunt personnel, elle va regarder la capacité d'emprunt de l'immeuble. Donc, si j'achète un immeuble qui génère X revenus, 60 000 de revenus par année, elle va à cela déduire les dépenses, normaliser certaines et s'assurer qu'on respecte une couverture de dette suffisante pour venir supporter, en fait, l'ensemble des dépenses, incluant le service de la dette. Donc, la banque, ce qu'elle va dire, c'est, bon, ben, pour cet immeuble-là spécifique, le prêt maximum que je peux lui faire, parce qu'elle est capable de rembourser ce prêt-là, basé sur ces conditions de financement-là, et de temps. Et là, aujourd'hui, dans le petit plex surtout, avec les taux d'intérêt qu'on a, qu'on qualifie encore au taux de 5, 5,5 %, couverture de dette à respecter 1, 1,15. Donc, il faut que les revenus dépassent, en fait, les dépenses, le service de la dette et tout ça. Donc, avec le marché, les prix que les vendeurs demandent, les valeurs marchandes des triplex, quadruplex. Donc, des fois, on va se ramasser avec des ratios pré-valeur de 50 là. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir des mises de fonds là, de 40-50 dans le petit plex parce qu'autrement, la banque ne peut pas prêter plus que qu'est-ce que les revenus peuvent supporter. Fait qu'il faut toujours partir de ce principe-là qu'il n'y a pas de pourcentage là, pareil. Ça dépend vraiment de l'immeuble. C'est quoi les inclusions qu'il y a dans les baux? C'est-tu chauffé, éclairé? Y a-tu des thermopompes? Y a-tu des électroménagers? Fait que c'est tout ça qu'on va regarder à savoir pour déterminer vraiment le montant de financement qu'on peut aller chercher. C'est probablement la raison pour laquelle depuis 2 ans, 2 ans et demi, il n'y a plus personne qui va aller faire financer un triplex ou un quadruplex ou un duplex au financement commercial parce que les mises de fonds sont extraordinaires. Donc, on y va au niveau résidentiel. Mais moi, je me rappelle, on en a parlé tantôt, mais avant qu'on en onde. Donc, en 2018, 2019, nous, on achetait des petits plex et on était capable de les faire financer au département commercial. Et on allait, les taux n'étaient pas bas comme en 2020, 2021, 2022. Là. Les taux étaient un petit peu plus bas que maintenant, mais pas aussi bas que ce qu'on a connu. Mais on allait chercher 80 de financement avec un ratio de couverture de dette qui était de 1,0 à peu près. C'est ça. Oui, exactement. Oui, exactement. Je m'en souviens très bien. Même chose pour moi. Là, mes petits plex, là, côté résidentiel, mais ceux que je faisais financer du côté commercial, on s'en sortait très bien là, avec du 20 de mise de fonds. C'est sûr que quand on voulait refinancer, là, basé sur la nouvelle valeur marchande, là, c'était un peu plus difficile de sortir autant d'équité qu'on aurait voulu là, quand on veut refinancer du côté résidentiel. Mais somme toute, on s'en tirait relativement bien. Fait que là, avec la perspective que les taux vont se mettre qui commencent à baisser de beaucoup, des bonnes nouvelles pour les investisseurs. Alors, on a hâte que les taux commerciaux là, conventionnels soient plus en notre faveur pour aller chercher des financements plus intéressants. Mais actuellement, c'est ça, les mises de fonds sont encore très importantes. Donc, c'est pour ça que si on s'en va du côté commercial de la banque, idéalement, on vise 5 unités et plus pour aller chercher l'assurance SCHL. Et là, quand on rentre dans l'assurance SCHL, la SCHL, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient assouplir des conditions de financement, notamment au niveau de l'amortissement. Donc, au lieu d'aller à 25 ans d'amortissement, on va pouvoir étirer jusqu'à 40 ans. Alors, si l'amortissement est plus long, nécessairement, mes paiements sont plus bas. Alors, je peux plus emprunter pour que mes revenus puissent supporter. C'est toujours le même calcul. La SCHL va le faire aussi. Là, elle va quand même s'assurer que les revenus de mon immeuble que je veux financer supportent l'ensemble des dépenses qu'elle va utiliser et normaliser, en plus de respecter une couverture de dette, puis ça, il faut la respecter, dépendamment du nombre de logements que j'ai dans mon immeuble. Et effectivement, si tu me parlais d'un amortissement des fois de 50 ans, bien là, à ce moment-là, on parle vraiment du nouveau programme de la SCHL qui est sorti en 2022, mars 2022. Oui, c'est ça. Mars 2022, APH Select, qui vient assouplir encore plus les conditions de financement qu'un prêt CHL standard, notamment au niveau de la couverture de dette qui vient à être diminuée. Donc, surtout pour des immeubles 7 unités et plus. Normalement, on demande une couverture de dette de 1,3. Ce que ça veut dire, c'est
ils veulent que les revenus dépassent de 30 % les dépenses. Alors, le prêt, il n'est pas super élevé là, quand on veut que les revenus supportent autant là, les dépenses. Là, avec le nouveau programme, ça l'a baissé à 1,1. Exactement. Donc, surtout pour les 7 et plus, là, la différence, elle est assez importante. Là, entre une couverture de dette à 1,3 passer à 1,1, mon financement devient beaucoup plus intéressant. Les 5-6 logements en achat, la SCHL demande quand même une couverture de dette de 1,1, alors qu'on soit en APH ou non, la couverture de dette ne change pas. Ce qui peut venir jouer, c'est au niveau de l'amortissement. Mais là, évidemment, qui dit à condition plus avantageuse encore, la SCHL demande à ce qu'on respecte certains critères. Alors, les 2 critères principaux là, que les investisseurs vont utiliser, c'est notamment au niveau de l'abordabilité ou au niveau de l'efficacité énergétique. Donc, il y a un certain pourcentage là, de mon immeuble que je dois mettre dans le logement abordable. Alors, dépendamment de la ville, mettons Montréal, c'est 1 090 $. Alors, je dois, par exemple, mettre 40 % de mes logements en abordabilité. Alors, tous mes appartements qui sont dans le programme doivent être maintenus en bas de 1 090 $. Et je dois respecter la grille d'augmentation du TAL, exactement, à chaque année, ça pour une période de 10 ans. Alors, c'est un pensez-y bien quand on y va là-dedans. Encore une fois, c'est une discussion qu'il faut avoir là, quand on analyse les différents scénarios. Ou sinon, on y va avec l'efficacité énergétique. Alors, on améliore l'efficacité énergétique de notre immeuble avec un rapport qu'un consultant va nous faire pour nous dire, bon, bien, pour améliorer l'efficacité énergétique, il faut mettre les thermopompes, travailler sur l'étanchéité, etc., etc. Puis, on va chercher des points là-dedans. Donc, c'est vraiment, ça dépend de l'immeuble, ça dépend c'est quoi la stratégie de l'investisseur quand il veut acheter ou refinancer. Donc, c'est différents scénarios que je vais lui présenter avec les conditions, avantages et contraintes de chacune des options. Puis l'avantage aussi qu'on n'a pas nommé, mais c'est oui, on peut amortir aussi sur plus longtemps. Le ratio de couverture de dette est plus bas, mais aussi, c'est que quand on y va en financement maintenant, SCHL, c'est que le taux d'intérêt, il est quand même vraiment plus bas que ce qu'on obtiendrait en financement standard. C'est quoi? C'est 1,5 % à peu près de moins là, de taux d'intérêt. Exactement. Bien, pour vous donner une idée, mes taux d'aujourd'hui, là, je suis au taux de 3,8 % pour les taux fixes 5 ans, SCHL. Depuis les banques Ah non, c'est ça. Depuis l'annonce de la Banque du Canada, là, les CMB, là, les bons d'obligation là, se sont mis à baisser. Donc, c'est beaucoup basé là-dessus, là, les taux d'intérêt commerciaux. Alors, oui, on a des excellents taux commerciaux. Puis, meilleur est mon taux, bien sûr. Moins cher mon hypothèque me coûte et meilleur peut être mon financement au final. Donc, dès qu'il y a une baisse de taux, les valeurs économiques se mettent à monter. Alors, les valeurs de financement sont beaucoup plus intéressantes. Là. Alors, belle nouvelle hier. Je vais donner un exemple concret donc, de financement commercial, SCHL, APH Select. Donc, nous, on vient de, bon, avant les changements, on en parlera tantôt, là, avant les changements qui ont eu lieu, je pense que c'était le 18 juin. Dernier, ça entre en vigueur. Donc, nous, on a réussi à faire le 18 au matin, là, ou le 17 au matin, la journée d'avant. Envoyer le dossier à la SCHL. Ça entre en vigueur le 19, puis nous, on a déposé ça le 18 au matin, puis on a tout signé les papiers, c'est fait depuis la semaine passée. On a eu un financement sur un immeuble de 27 logements qui est chauffé au gaz naturel. L'électricité et le chauffage est à notre charge à nous, les propriétaires. C'est 27 logements, puis avec un rapport d'ingénieur qui nous a coûté là, à peu près 10 500 $. À peu près, faire un rapport d'efficacité énergétique. En passant, il y a des subventions qui peuvent aider à payer ce rapport-là aussi. Donc, le consultant va même aller chercher lui-même les subventions. On va devoir investir quand même beaucoup d'argent. Je pense qu'on va aller chercher, je pense que c'est entre 200 et 250 000 $ de travaux qu'on doit effectuer d'ici 2026, mais on va installer des thermopompes, on sort le système de chauffage, on rajoute des petites plaintes de chauffage au cas où les thermopompes ne suffisent pas. On met des lumières d'aile, des pommeaux de douche à faible débit. On va améliorer l'étanchéité. On n'a même pas à changer les fenêtres. Les gens pensent qu'il faut tout... Il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne vais pas là-dedans. Je ne veux pas tout stripper mes murs, changer toutes mes fenêtres. Écoute, nos fenêtres, ils ont comme 25 ans. Là. Et on n'a même pas besoin d'aller là. Donc, et de un, nous, on va sauver... Écoute, on sauve là, plus que 50 % de notre facture de chauffage.
On parle d'à peu près 16 000 $ qu'on va sauver par année. Donc, notre valeur économique a augmenté. Je viens de regarder ce matin là, avant d'entrer. Donc, actuellement, notre bâtiment valait 2 60 000 $. Et avec la projection d'économie sur le chauffage, en tout cas, on a eu, je pense que c'est 2 280 000 ou quelque chose comme ça. Donc, ça l'augmente. Puis, on a eu un financement. On a eu un financement d'à peu près 2 millions de $, financé sur 50 ans. Donc là, c'est sûr que j'aime pas ça, moi, financer sur 50 ans, mais en attendant que les taux baissent, donc pour les 5 premières années, on est financé sur 50 ans. Dans 5 ans, on va peut-être ramener ça sur 35 ou quelque chose comme ça. Mais on va avoir un taux d'intérêt, là, à peu près, comme tu viens de dire, 3,8, 3,9. Ça vaut vraiment la peine. Là. Ah non, vraiment, c'est ça. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils ont restreint depuis le mois de juin, là, parce qu'auparavant, on pouvait faire tous ces travaux-là puis aller obtenir notre 100 points. Fait que dès qu'on avait notre 100 points, on allait chercher notre 50 ans d'amortissement. Mais là, pour tous ces travaux-là, la SCHL a limité à 50 points. Donc, puis pas juste ça, il y avait aussi le ratio pré-valeur qui passait de 95 % de ratio prévalent à 85 % de prévaleur quand on est à 50 points. Alors, si on veut vraiment aller chercher 100 points, il nous force un peu à aller dans l'abordabilité et donc de limiter aussi 40 % de mon immeuble en logement abordable. Puis, comme je disais tantôt, l'abordabilité, c'est un engagement pendant 10 ans. Si dans mon secteur, justement, à Montréal, c'est 1 090 $, alors que je sais très bien que les valeurs locatives sont, pour des 4,5, 5,5, sont bien au-delà de 1 090 $ à Montréal. Si je suis obligée de respecter ça, en contrepartie, ça vient beaucoup me limiter sur ma valeur marchande là, et ma valeur économique aussi. Nous, on a financé 8 unités l'année passée, au début, là, il y a 1 an et demi. Puis, bon, les taux avaient tellement monté, on avait une urgence, là, nous, d'abaisser nos hypothèques là, pour faire baisser les taux et tout. Donc, on est allé en abordabilité sur ces 8 logements-là. On a mis 50 % des logements abordables. Je le regrette amèrement. Oui, parce que même quand il y a des départs de locataires, tu es obligé de suivre la grille. C'est ça qui nous est arrivé. Puis là, même, ça l'a tellement, tu sais, l'année passée, là, ça avait tellement été long de faire le financement. La SCHL, c'était tellement long que nous, entre le moment où on a déposé le dossier puis le moment où tout a été approuvé, on avait eu le temps d'envoyer nos avis de renouvellement. Puis dans un des cas, on a dépassé la grille du TAL. Et quand Desjardins a fait son suivi à la fin de l'année, ils s'en sont rendus compte et il a fallu baisser le prix du loyer. Incroyable, hein? Oui. Fait que ça vient impacter de beaucoup. Là. On l'a dit tantôt, un 16 000 $ de réduction de dépenses vient te dégager un 150 200 000 là, de valeur. Alors, si on vient pour diminuer nos revenus pour devoir respecter la grille et l'abordabilité, l'impact que ça a au futur là, sur notre valeur, elle peut être très, très, très important. Plus dommageable que le financement qu'on serait allé chercher de plus là, si on n'était pas allé, ou de moins si on n'était pas allé en abordabilité. Là. Et là, je vais te poser des questions que je ne t'ai pas préparées. Oui. Que tu navigues, tu me dis si je te balance un boulet. Là. Mais admettons, je n'ai pas la réponse, là, mais admettons, moi, il y a des gens qui me posent cette question-là. J'achète un quadruplex et il y a un sous-sol qui est non aménagé. Donc, c'est un quadruplex et la ville m'autorise et j'aurai les autorisations d'ajouter un 5e logement. Donc, mais là, lors de l'achat, c'est un quadruplex. Parfait. Bon, on finance du côté résidentiel, quadruplex. On peut même faire un achat réno là, si on a besoin d'un montant de financement pour effectuer nos rénovations. Et une fois que tout est approuvé avec la ville, au niveau du zonage, des permis, les plans et tout ça, que le logement est habité, que j'ai un 5e revenu, je fais faire un rapport d'évaluation de mon 5 logements. Et là, à ce moment-là, on va regarder pour le scénario avec la SCHL. OK. Donc là, on y va en résidentiel, puis on prend peut-être quoi? Un terme d'1 an, le temps de faire les travaux. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Fait que, donc, on serait capable de faire financer les travaux à quoi? 80 % j'imagine, de la valeur future du 5 logements en résidentiel? Oui, exactement. Dans le fond, avec des soumissions. C'est supposé qu'on achète le 4 logements, je dis n'importe quoi, là, 700 000, puis j'ai besoin d'une enveloppe budgétaire de 200 000 pour pour faire l'ajout de mon 5e logement. On monte le financement à 900 000 $ et là, on met 20 % de mise de fonds sur le 900 000 $, 180 000, puis la balance, elle est prêtée
par la banque. C'est ce que je ferais. Puis par la suite, on optimiserait les revenus. Comme ça, quand on présente le dossier à la SCHL, les revenus sont vraiment à son maximum, optimisés. Il est en 5 logements, tout a été effectué. Puis là, on y va avec un prêt SCHL, mais bien sûr, on fait faire les calculs pour s'assurer que le prêt SCHL futur vient vraiment couvrir mon prêt résidentiel là, que j'ai eu à supporter, là, dépendamment des revenus qui vont se dégager. Là, je vais te poser une question personnelle de mon côté. Okay. On vient d'acheter un 8 logements il y a 5-6 semaines à peu près, il y a 2 mois, ouais, même pas 2 mois. Un 8 logements, on a 2 unités vacantes. Donc, on a eu cette chance, là, entre guillemets. Donc, entre le moment où on a déposé l'offre d'achat et le moment où on a fait la transaction, il y a eu 2 logements. 2 logements. Un, très triste parce qu'il y a eu un décès, et 2, c'est une personne qui est partie en résidence de personnes âgées. Nous, pour une raison de rapidité et de gagner l'offre d'achat, on n'avait pas mis de conditions de financement. Okay. Donc, on a acheté avec un prêteur privé. Donc, on est allé très rapidement. 6 semaines après, bing bang, tout était notarié. On avait passé chez le notaire. Là, on paye juste nos intérêts jusqu'au milieu du mois de janvier. Donc, on avait un prêt privé de 6 mois. Dès le 1er octobre, là, nos revenus vont payer, les revenus de tout l'immeuble vont payer tous les intérêts plus les taxes et tout. Donc, ça va arriver de ce côté-là. On va refinancer SCHL. Donc, on a acheté avec un prêteur privé. Donc, avant le mois de juin. Oui, avant le mois de juin, le prêteur privé, il aurait causé. Quand j'ai déposé mon offre d'achat, je me suis cassé la tête parce que je ne voulais pas mettre de conditions de financement pour gagner mon appel d'offres. Mais je savais que j'étais coincé parce que si je refinançais avec la SCHL en janvier, je ne pouvais pas rembourser mon prêteur privé avec la SCHL. Donc, ça venait m'exclure un refinancement SCHL. Et ça, c'est ma deuxième bonne nouvelle qu'on a eue après les départs, c'est que la SCHL, maintenant, elle nous autorise à faire un retrait d'équité ou à rembourser un prêteur privé. Est-ce que c'est bien exact? Exactement. Il n'y a plus de restrictions maintenant, là, depuis le mois de juin, sur les retraits d'équité. Donc, on peut retirer notre équité pour en faire ce qu'on veut, sauf si elle juge nécessaire là, de mettre une restriction. Là, mais maintenant, toutes les restrictions sont levées. Là, on n'a plus à attendre 2 ans là, si les travaux ont été financés. On ne peut pas, avant, c'est ça, elle voulait qu'on rembourse seulement le prêteur agréé. Alors, à partir du moment où il y avait un prêteur privé dans le dossier ou un prêteur non accrédité CHL, bien à ce moment-là, on devait inclure ce prêt-là dans la couverture de dette. Alors, le prêt n'avait juste pas de bon sens. Bref, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, on peut retirer l'équité, payer notre prêteur privé, puis utiliser nos fonds comme on veut là, pour ça. Puis, travailler, c'est ça, là, tu as deux logements qui se sont libérés, que tu as reloués tel quel, ou tu vas... On est en train dans 2 semaines, ça va être terminé. Là. On va probablement les avoir loués pour le 1er octobre, mais à un prix... C'est intéressant, c'est ça. Probablement que la SCHL, étant donné que c'est la détention, ça fait moins de 1 an, elle peut challenger l'augmentation là, des revenus au moment de l'acquisition et les revenus qu'on présente maintenant. Donc, pour pouvoir travailler avec les nouveaux revenus, à risque de challenger, à savoir qu'est-ce qui a été fait dans ces logements-là. Il faut que la valeur des travaux qui ont été effectués supporte la nouvelle valeur économique là, que la SCHL va présenter. Autrement, il faut attendre au moins 1 an là, avant de le présenter. Et là, mettons que je finance avec la SCHL, là, c'est un cas, mais ça peut intéresser des gens aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent aussi pour les terrains. Nous, c'est un 8 logements qu'on va financer avec la SCHL, mais dans 2 ans, 3 ans, on veut agrandir l'immeuble à l'arrière. Donc, est-ce que je vais devoir attendre mon 5 ans ou je vais pouvoir refinancer avec la SCL, mettons que j'ajoute un 12 logements supplémentaires à l'arrière? Bonne question. Comme je ne fais pas de pré construction, là, je pense qu'on rentre dans une zone grise pour moi. En fait. Désolé, je voulais pas. Des multilogements qui est existant. C'est peut-être une question à poser à mon collègue qui ne fait que ça, mais désolé, je voulais pas te coincer. On en avait parlé tantôt, puis je me suis emballé avec mon projet. Un super projet. Là. Même moi, j'ai un de ces projets-là que c'est ça, c'est zone 8, c'est un 5 logements. J'ai des garages, donc on va raser les garages, puis on va attacher. Puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait le financer conventionnel, les travaux, et une fois complété, même si mon prêt CHL n'est pas terminé, on peut quand même demander un refinancement à l'intérieur de notre terme de 5 ans, basé sur l'ensemble de l'immeuble qui est sur le lot dont on parle. Là. Good. Donc, juste pour faire une synthèse, donc avec notre financement de type commercial,
bon, là, on a parlé surtout de SCHL, mais il pourrait aussi Oui, avoir conventionnel, là, en ben oui. financement conventionnel, j'achète un semi-commercial, j'achète un bâtiment purement commercial également de ce côté-là. Donc là, ça touche peut-être moins de personnes là, dans le bootcamp de ce côté-ci. Quoique moi, j'aime beaucoup les semi-commerciaux, mais les semi-commerciaux, ça reste que c'est difficile en financement commercial présentement avec les taux qu'on a présentement. Exact. Je ne sais pas si toi, ben, justement, quand on s'était parlé la première fois, c'était pour un semi-commercial. Est-ce que tu en finances un peu? Oui, je vais en faire. Mais ce n'est pas la majorité des financements là, que je traite. Les financements, ben, ça reste toujours le même calcul que la banque va faire. C'est juste qu'au niveau des conditions, il va y avoir plus de limitations là, au niveau, dépendamment, c'est quoi le commerce, justement, qui est là. Ça fait combien de temps? Les baux sont signés depuis. Bref, il y a comme des paramètres que la banque va utiliser. D'une banque à l'autre, sa boîte de crédit va changer. Alors, normalement, ce que je fais, c'est que je recueille le rapport d'évaluation, je regarde c'est quoi les chiffres, je vais donner une idée approximative de qu'est-ce que je peux aller chercher comme financement. Puis après ça, je vais mettre les banques en compétition pour leur dire, bon, ben pour cet immeuble-là, sortez-moi votre meilleur financement possible. Puis, on revient avec une solution au client. Là. Mais oui, on en fait. Excellent. Maude, j'ai souvent une question. Il y a des gens qui ont posé la question hier. Je n'avais pas répondu sous mon autre vidéo, mais quelqu'un qui veut s'acheter un immeuble de 4 logements, il ne veut pas l'occuper, il n'a pas toute la mise de fonds nécessaire. Est-ce qu'il peut prendre de l'argent sur sa marge de crédit pour mettre comme mise de fonds? Marge de crédit personnel, les banques n'aiment pas ça. Là. Ils n'aiment pas ça. Donc, à moins d'avoir un super revenu. Marge hypothécaire, c'est correct. Là. Oui. Puis j'aurais peut-être tendance à dire, si vous avez quelqu'un dans votre famille, parents ou quoi que ce soit, qui veulent aider, puis qu'ils ont de l'équité sur leur propriété actuelle, de regarder peut-être plus l'option d'une garantie collatérale à la place, donc de financer l'immeuble qu'on veut acheter à 100% en prenant en garantie la maison de nos parents. Mais les parents doivent être sur les deux propriétés. Là. Donc, mais ça, c'est un exemple que j'ai fait dernièrement. Là. J'avais des clients qui voulaient acheter un triplex. La qualification, de toute façon, ils ne se qualifiaient pas seuls. Là. Ils devaient de toute façon mettre les parents dans le portrait. Et pour sauver la prime SCHL, parce que c'est du propriétaire occupant, mais on s'est dit, pourquoi ne pas... La maison est éclairée là, des parents. Il n'y a même pas d'hypothèque dessus. On va prendre une garantie sur la maison des parents de 20%. Puis, il faut qu'ils embarquent de toute façon sur le prêt. Puis, on peut mettre même 0 de mise de fonds, c'est ça qu'ils veulent au lieu de... Les parents étaient sur l'hypothèque du triplex, mais n'étaient pas nécessairement propriétaires du triplex. Non, ils sont propriétaires aussi. Enfin, au moins être propriétaire aussi, c'est pas juste être sur l'hypothèque, OK? Oui, exact, au moins 1%. Là. Donc, il faut avoir une bonne discussion avec nos parents, mais c'était une belle solution pour eux qui leur ont permis de garder leur liquidité, financer à 100% leur triplex, puis c'est ça, utiliser les liquidités pour d'autres projets. Là. Mais probablement que le triplex était à cash flow négatif quand on est financé à 100%. Toujours, oui. Mais ils ont quand même une belle stratégie. Là, en fait, c'est un duplex, mais là, ils vont rajouter un logement dans le sous-sol, donc ils vont aller chercher un revenu supplémentaire. Bon, bref, ça faisait du sens. Chantal pose une question directe avec ce que tu viens de dire. Oui, exactement. La collatérale, elle se fait seulement chez Desjardins. Effectivement. OK. Donc, voyons, j'avais une question puis j'ai perdu. Donc, là, je vais devoir aller voir dans mon téléphone parce que nous, ce qu'on voit à droite, Maude, on ne voit pas toutes les questions. Tous ceux qui posent des questions dans certains groupes, on ne les voit pas toutes passer. Je ne sais pas si tu peux répondre à ça. Comme la meilleure façon de financer un gîte. Un gîte se finance du côté commercial seulement de la banque. C'est pas le type de propriété que je finance, là, étant donné. C'est comme un hôtel. Étant donné le secteur d'activité, là, on a moins de prêteurs qui ont d'appétit pour ces types de financement-là. Donc, personnellement, moi, je n'en fais pas. Mais c'est vraiment du côté commercial de la banque là, qu'on doit aller. Je suis en train d'aller voir les questions que les gens vont nous avoir posées. Donc, allez-y, vous pouvez faire, il nous reste quelques minutes. Je vais juste, il faut que j'aille dans mon profil perso. Là, je vois que j'ai des questions qui sont là, comme on ne les voit plus à l'écran. Je vais te les dire à voix haute, puis on va pouvoir les nommer. Pourquoi je ne suis pas capable de samedi qu'il y en a 13, mais je ne les vois pas toutes.
Désavantage de la nouvelle plateforme. Maintenant, on ne voit plus toutes nos questions en direct. J'ai plein de questions. Moi, je vois, c'est ça, au niveau de la collatérale seulement chez Desjardins. Donc, effectivement, par après, les parents sur les deux propriétés, c'est parce que Desjardins, c'est les seuls qui font une garantie collatérale et ils se disent, pour prendre en garantie une propriété, les propriétaires de cette maison-là doivent également être. C'est vraiment une gestion de risque là, qui se disent, mais après ça, comme je disais, c'est une discussion personnelle là, à avoir avec nos parents à ce niveau-là. Parce qu'autrement, il faut refinancer la maison des parents, prendre une hypothèque sur la maison des parents, faire un don aux enfants, puis que par la suite, eux, ils se prennent un financement dans une autre banque. Là. Ça peut être une autre stratégie. On va répondre à la question de Chantal, puis après, je vais mettre mon défi du jour 3, puis on continuera à répondre à des questions après coup. Donc, ça dit, pourquoi ma banque RBC, on me dit, c'est sûr qu'on ne peut pas répondre à des questions précises, mais RBC dit que je ne peux pas acheter seul malgré une équité de 40 000 disponible sur ma propriété et Desjardins m'a préautorisé. Oui, c'est ça. Comme je disais tantôt, Desjardins, un petit peu plus flexible là, au niveau de la qualification. Donc, en résidentiel. Je vais juste faire apparaître, Maud, tu risques de... je vais faire apparaître ma présentation, puis je vais vous montrer le défi du jour 3. Et après, on revient avec Maud et on va continuer à répondre à vos questions. Donc, dans le groupe Facebook, l'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Donc, en dessous de la vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui, que je vais piner là, en haut du groupe dans quelques minutes après la fin. Résumez en une phrase dans les commentaires une chose que vous avez retenue ou apprise de la discussion qu'on a eue aujourd'hui avec Maud en lien avec le financement, je devrais le modifier, résidentiel par rapport au financement commercial. Donc, une leçon apprise, un élément que vous avez retenu, que vous avez appris, que vous ne connaissiez peut-être pas. Allez marquer le commentaire en dessous du vidéo de la journée et ça va vous permettre de gagner un coaching, avoir la chance de gagner un coaching que je vais faire tirer en début de semaine prochaine. Donc, sur ce, on va continuer à répondre aux questions. Merci beaucoup à tous ceux qui doivent quitter. Il est déjà 13 heures, donc on va rester en quelques minutes. Donc, demain, on se retrouve avec Pierre-Olivier Desrosiers. On va parler de fiscalité, d'achat en compagnie ou en nom personnel. Donc, comment sauver de l'impôt. Vous viendrez poser vos questions. Donc, il y a de l'argent, il y a des petites pépites d'or à aller chercher qui peuvent nous permettre de sauver de l'argent ou de prendre des décisions. Donc, dans quelle structure est-ce que je finance ma prochaine transaction. Donc, merci beaucoup à ceux qui doivent quitter ou qui vont l'écouter aussi en rediffusion. Et on se retrouve demain à midi, le 6 septembre. Dude, je reviens donc avec toi, Maud. On va aller voir. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question-là. Tantôt, j'ai comme manché, j'étais perturbé en train de faire quelque chose. Donc, je disais à la banque que je vais occuper dans un an un appartement dans le Plex et la banque m'accorde 5 de mise de fonds. Après, je n'habite pas. Bon. Lorsqu'on achète, c'est vrai, quand on achète un petit Plex, là, du Plex quadruplex, pour minimiser la mise de fonds, donc c'est ça, 5 ou 10 de mise de fonds, l'important aux yeux de la SCHL et de la banque, c'est qu'on ait l'intention d'aller l'habiter. Donc, bien sûr, quand on va faire le montage financier, puis qu'on va l'envoyer à la SCHL, on va mentionner, on va déclarer à la SCHL que cet immeuble-là, on l'achète dans le but d'aller l'habiter et voici l'unité qui sera habitée par l'emprunteur. Alors, c'est sûr que si l'immeuble est habité à 100 %, qu'il n'y a pas de logement vacant, il y a certains assureurs qui, en fait, Sagen n'y va pas. Je crois que la SCHL peut accorder une flexibilité de jusqu'à un maximum de 1 an là, pour habiter le logement. Mais somme toute, quand on fait le montage financier, il faut vraiment démontrer, selon le financement, qu'on va aller habiter l'immeuble, qu'on va, on va exclure le revenu du propriétaire occupant. Alors, on va simplement utiliser les revenus de location des autres unités qui vont être habitées par les locataires. Et par la suite, si on est déjà propriétaire d'une maison, puis que là, je veux m'acheter un quadruplex à Saint-Jérôme, mais que j'habite sur la Rive-Sud, puis là, je veux louer ma maison pour aller l'habiter, c'est ça. À un moment donné, l'assureur peut se donner le droit de questionner vraiment les intentions de l'emprunteur. Faut que votre histoire se tienne, là, globalement. Là, exactement. Exactement. Votre blonde ne veut plus aller habiter dedans, vous avez changé de travail, peut-être, mais vous ne pouvez pas répéter ça 50 fois. Là. Maud, j'ai une question qui n'apparaît pas, je pense, ici. Ah oui, Mathieu, oui, attends.
C'est bon, j'ai vu la Mathieu, je l'avais vu dans le groupe Facebook. Donc, j'ai la réponse, mais je te laisse répondre. Donc, Mathieu, qui est de Joliette, qui nous dit, est-ce que c'est possible de faire financer par la SCHL 2 quadruplex sur 2 lots contigus? Donc, oui. deux lots, un à côté de l'autre. Oh oui, tout à fait. Donc, c'est sûr, il faut que les quadruplex doivent avoir les mêmes caractéristiques. Donc, année de construction, type de bâtiment et tout ça. S'ils sont sur deux lots contigus, pas de problème, on va le financer en 8 logements auprès de la SCHL. 2 duplex, on va faire un 6. Je l'ai fait l'année passée, donc ça fonctionne très bien. C'est juste que quand on arrive en haut de 7, je pense, donc nous, on a dû faire une évaluation environnementale. Phase environnementale, exactement. Une phase environnementale, là, parce qu'on n'avait pas besoin de le faire quand on finançait nos 2 quadruplex en conventionnel, mais en les présentant à la SCHL comme un 8, a fallu faire l'étude environnementale. Donc, c'est juste des petits frais. Des frais de plus qu'il faut prévoir, ouais. Et des petits frais et le risque qu'on ait une mauvaise surprise aussi. Donc, ouais. ça se fait très bien. Nous, on a sorti 250 000 d'équité en faisant ça l'année passée. C'était les fameux 2 quadruplex que j'ai financés en abordabilité. Mourad qui nous dit, est-ce que je peux refinancer ma bâtisse commerciale? Donc ici, Mourad, je prends pour acquis que c'est commercial, donc avec une clinique médicale, avec des boutiques, avec un restaurant, avec la SCHL. Et la réponse, c'est? Si c'est 100% commercial, non. Non, c'est ça. En fait, je faisais signe de tête comme ça, mais j'espérais que tu dises la même réponse que moi. Donc, 100% commercial, ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner avec des semi-commerciaux quand, et là, tu vas me dire le chiffre exact, quand la proportion est de moins de 25 ou 30%? 30% avec la SCHL, oui. Donc, quand la proportion physique ou la proportion des revenus, si je me rappelle bien. C'est les deux, je pense. Là. Exactement. Proportion commerciale en bas de 30% du total de pieds carrés et des revenus de l'immeuble. Good. Donc, Elec qui dit, j'ai une bonne mise de fonds, j'ai 180 000 $ de disponibles, mais mon revenu personnel a baissé. Donc, est-ce que c'est possible de se qualifier dans le commercial, donc en financement commercial pour un 5 logements? Bon, mettons qu'on achète un 5 ou 6 unités à un bon prix, puis qu'on veut aller chercher un 15% de mise de fonds, qui est le minimum là, que la SCHL peut demander en standard. Là. On pourrait viser un immeuble de 5 logements d'à peu près 1,2 million. Avec mon 15% de mise de fonds, ça fait mes 180 000. Toutefois, dans 180 000 de budget, ce sera validé. Est-ce qu'il y a une enveloppe qui est prévue pour payer les autres frais? Là? Parce que quand on s'en va du côté de la SCHL, on a une bonne liste là, de frais à prévoir. Là, les frais de la SCHL, la taxe sur la prime, les frais d'évaluation, frais de notaire. Bref, quand on parle du côté commercial, tous les frais sont vraiment à la charge de l'emprunteur. Taxe de bienvenue, etc., etc. Mais tu sais, si vraiment la mise de fonds disponible, là, excluant les frais, 180 000, on achète l'immeuble à 1,2. Là, à ce moment-là, ça va être de calculer sa valeur économique parce que si les revenus sont de 60 000 par année, payer à ce ratio-là, ça ne marchera pas. Là. Le prêt ne sera pas assez haut pour avoir mon ratio pré-valeur de 85 %. Il faut quand même que j'aie des bons revenus là, pour aller chercher. Montréal, ça risque d'être difficile, là, mais dans des régions plus secondaires, tertiaires, pas impossible. C'est une bonne mise de fonds. Pas impossible. Donc, Chantal qui dit, si j'achète un duplex avec mon fils pour également le loger, est-ce qu'on peut avoir droit à… On va répondre d'abord à cette question-là avec le 5 % de la SCHL proprio-occupant. Oui, dans le fond, la SCHL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le duplex vraiment comme propriétaire occupant pour les 2 emprunteurs, donc vous et votre fils. Par la suite, si vous êtes propriétaire d'une maison, par exemple, on va devoir mettre la maison comme secondaire parce qu'on ne peut pas avoir 2 propriétaires occupants quand on présente un dossier. Donc, le propriétaire occupant, c'est le duplex, c'est le fils qui va l'habiter. La maison de Chantal, par exemple, est une maison secondaire. Alors, c'est sûr qu'au niveau des ratios, on doit être capable de supporter le prêt à 95 % du coût d'achat du duplex et les engagements de Chantal sur la maison, prêt auto, tout ça. Là. Donc, il faut vraiment que les ratios de qualification fonctionnent. Mais oui, c'est possible de le faire. Puis la deuxième question, comme elle ne touche pas le financement, j'en parlerai pas avec toi, Chantal, je te répondrai après coup.
Est-ce vrai qu'avec un achat commercial, on ne paie pas la taxe de bienvenue? Non, c'est pas vrai. Donc, la partie où tu ne paieras pas la taxe de bienvenue, c'est dans le cas où tu fais un achat d'actions de compagnie où tu pourrais être exempté là, de payer la taxe de bienvenue, mais non, avec un achat commercial. Transaction standard. Là, j'ai l'impression que tu mélanges peut-être deux éléments. Est-ce que tu parles de la taxe de bienvenue ou tu parles de la TPS-TVQ? Parce qu'avec un achat commercial qui est taxable au niveau TPS-TVQ, on va récupérer notre TPS-TVQ ou, ça, c'est une option. Et l'autre option, c'est qu'on ne la décaisse même pas. Là. Le notaire va faire une inscription sur l'acte d'achat, puis on n'a même pas à payer la TPS-TVQ de ce côté-ci. Mathieu qui pose une bonne question. C'est quoi les conséquences de vendre un immeuble si il est financé avec la SCHL avant la fin du terme? Bonne question. Ça va dépendre du prêteur, en fait, là, qui a le prêt. C'est vraiment les conditions standards d'un prêt du produit 5 ans. Quand on va avec la SCHL, là, le terme minimum là, pour le premier terme qu'on prend avec eux autres, c'est 5 ans. Alors, si je vends mon immeuble à l'intérieur de 5 ans, il y a une pénalité hypothécaire qui va s'appliquer. Ça va dépendre de la banque avec laquelle on est. Des banques qui vont avoir des pénalités astronomiques, d'autres ça va être un peu plus flexible. Ça va être important de poser la question là, avant de choisir le prêteur. Et de voir si on pourrait transférer le prêt à quelqu'un d'autre. Aussi, on peut faire assumer le prêt hypothécaire par le nouvel acheteur, mais là, avec les taux qui baissent, le nouvel acheteur risque de vouloir son prêt avec un meilleur taux. Oui, effectivement. Est-ce que j'en vois d'autres ici dans notre petit système? OK, je pense que de ce côté-ci et dans les autres, sur mon profil perso, je pense qu'on les voit apparaître ici. Donc, je pense que c'est des questions qu'on avait. De toute façon, ça fait 1h07. Maude, à quel endroit est-ce que les gens peuvent te contacter? Oui, mon cellulaire, 514-776-8200 ou par courriel. Répète ça tranquillement, là. 514 Oui. 776 Oui. 8200. Oui. Par courriel, M. Oui. Baillargeon, mon nom de famille. Oui. À commercialplaniprêt.com. Puis là, j'imagine que c'est Google, Maude Baillargeon, courtière hypothécaire. Oui. Ils vont te trouver dans Google, globalement. LinkedIn, Facebook. Bon, je n'ai pas vraiment de page Facebook, là, mais je pense, mes coordonnées sont là. On peut, Maude Baillargeon, Planiprêt, là. on va me trouver, c'est sûr. Yves Jean-Marie qui nous pose une petite dernière question. Est-ce vrai qu'on peut, faire financer une deuxième propriété à 5 % même si on n'est pas propriétaire occupant? On doit aller l'occuper. On doit avoir l'intention d'aller l'occuper. On doit avoir l'intention d'aller l'habiter, mais si on peut faire une deuxième propriété, ça veut dire qu'on est déjà propriétaire d'une propriété. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la propriété dans laquelle on habite? C'est quoi l'intention qu'on a avec elle? Et qu'est-ce qu'on veut? C'est ça. La notion de propriétaire occupant s'applique là, pour la deuxième propriété aussi. Good. Hey, on va arrêter là. Ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Maude, je te remercie énormément pour ton temps. Très apprécié. Donc, à chaque fois, je trouve que tu vulgarises très bien. Mais quand tu as des diapos, tu vulgarises très bien. Quand tu n'as pas de diapos, tu vulgarises très bien. Donc, merci pour tout. Et je répète mon petit défi du jour que je vous demande d'aller écrire donc dans les commentaires en dessous de la vidéo du jour, dans le groupe privé L'immobilier, un levier vers l'indépendance financière. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette discussion-là? Une chose que vous avez apprise. Donc, allez me le marquer en dessous. C'est le défi le plus facile de la semaine. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Donc, Maude, merci. Puis bon, non, je vais t'en poser une dernière. Ah, vas-y. Est-ce que j'y vais en taux variable présentement ou j'y vais en taux fixe? On va. Oui, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend, c'est la bonne réponse. Ça dépend de la situation, ça dépend du risque et tout ça. Il y a quand même un bon écart entre les taux fixes et taux variables. Taux variable reste encore plus cher qu'un taux fixe. En ce moment, très populaire, le produit 3 ans. Là, les banques font des belles promotions sur ce produit-là actuellement. Effectivement, puis j'ai hâte de voir là, les taux. J'ai l'impression que les taux vont baisser au mois d'octobre. J'ai hâte. Je ne sais pas, je ne fais pas de pari, là, mais j'ai l'impression qu'en octobre, ça va baisser de 0,5 points. 0,5, on aimerait ça. C'est ma prédiction. En tant qu'investisseur, on aimerait ça. On va voir. Donc, qui est en train de le financer là, avec la SCHL, j'aimerais. Moi, j'ai hâte de voir aussi les États-Unis. Je pense que c'est au milieu du mois de septembre, je pense, qu'ils vont sortir leur taux. Là. J'ai hâte de voir si ça baisse. J'ai hâte de voir l'impact que ça va peut-être avoir ici aussi. Là,
Parce que moi, j'ai un prêt de 2 millions. Là, je suis sur le bord de figer mon taux. Avec ce qu'on a vu hier, le CMB était tellement bas. Hier, là, PMML, moi, je suis abonné à PMML. J'ai peut-être reçu là, aujourd'hui, pas encore. Hier, c'était 3,14. Donc, ça nous donnait à peu près quoi, 3,75, 3,8 de taux d'intérêt. Sur un prêt de 2 millions, là, entre le moment où j'ai déposé ça au mois de juin et maintenant, ça fait toute une différence là, dans nos finances. Là. Ah oui, tout à fait, tout à fait. On espère que ça continue à tendre vers le bas parce que, voilà, c'est très avantageux pour les investisseurs. Pour moi, comme courtier, là, les clients sont super contents là, quand je fais les ajustements de taux là, dans leurs dossiers qui n'ont pas été déboursés encore. Ça soulage beaucoup, disons. Effectivement. Hey, merci Maude, puis merci tout le monde. Merci pour être là. Merci pour tous vos commentaires. S'il y a des commentaires qu'on n'a pas répondu, parce que je suis diffusé à 3 places en même temps, là, on ira répondre après coup à vos commentaires. Maude, tu peux être la bienvenue aussi à aller regarder les commentaires dans toutes mes 3 plateformes, puis à aller répondre aux commentaires également. Donc, merci tout le monde, puis on se retrouve demain à midi pour parler avec Pierre-Olivier Desrosiers. Bye bye.